Bonjour, donc bienvenue pour cette quatrième séance qui va être dédiée vraiment à la définition et l'utilisation de la transformée de Fourier quantique pour définir de nouveaux algorithmes. Donc voici où on en est dans cette deuxième partie du cours. Donc on en est à ce cours du 12 mai et notre orateur sera Miklos Santa qui nous parlera un peu des prolongations de l'utilisation de la transformée de Fourier et des découvertes récentes en termes d'application. Alors, afin de motiver ce cours, je vais parler un peu de la cryptographie avant l'informatique quantique et puis après. Ce que nous allons développer aujourd'hui met à mal une partie de cette cryptographie pré-quantique. Donc, avant, les choses qu'il y a, ici, ce sont des choses que j'ai déjà un peu expliquées lors du premier cours. La méthode de chiffrement la plus simple est à clé privée, donc une sorte de code secret, qui permet de chiffrer des messages pour deux personnes distantes qui ont ce code secret et que personne d'autre connaît. Donc voici un exemple ici de chiffrement qui s'appelle le one-time pad, que j'ai déjà expliqué. Lorsqu'on a une clé secrète aussi longue que le message, en faisant un ou exclusif bit à bit du message à coder, on obtient un message encodé qui est indéchiffrable si on n'a pas la clé secrète. Et c'est effectivement un chiffrement qui a été utilisé pendant la guerre froide. Donc en pratique, on n'a pas une clé secrète ou privée aussi longue que le message à chiffrer, mais ce principe de chiffrement est utilisé avec une clé beaucoup plus petite et des méthodes de chiffrement dont la sécurité n'est pas prouvée, mais qui en pratique fonctionnent très bien. Donc là, j'ai dit par exemple le chiffrement AES est utilisé. Donc il faut un mot de passe détenu par deux personnes. Donc je dis mot de passe, clé secrète, clé privée. Et avec cette clé, on peut déchiffrer. La sécurité n'est pas prouvée, elle est combinatoire, elle est bonne jusqu'à preuve du contraire. Et il y a régulièrement des mises à jour du chiffrement lorsque des failles sont découvertes. Et donc en pratique, c'est très très sûr. Ça fonctionne très bien. Si la clé n'est pas utilisée trop souvent, et donc il faut la changer de temps en temps. Et on va voir, mais ce genre de chiffrement en fait, résiste même aux attaques quantiques, donc il n'y a pas de grosses difficultés. Alors le problème, c'est qu'il faut générer cette clé secrète. Donc en pratique, par exemple, deux personnes peuvent se rencontrer ou se parler au téléphone et se mettre d'accord, mais il faut être sûr qu'elles se parlent entre elles. Donc a été développé petit à petit des techniques de génération de clés secrètes et puis toute une cryptographie dite à clé publique, c'est que faire lorsqu'on n'a pas de clé secrète partagée. Donc un de ces protocoles est RSA et l'autre est Diffie-Hellman, et je vais le présenter rapidement, afin que l'on comprenne pourquoi les algorithmes quantiques les remettent en question. Et c'est effectivement ce qu'on va montrer après. Une autre méthode est la méthode quantique qu'on a présentée au premier cours, c'est d'utiliser le protocole quantique de distribution de clés secrètes de Bernstein et Brassard, développé en 1984. Donc on a deux alternatives pour créer des clés secrètes. Une pré-quantique qui va être remise en question et une quantique qui, a priori, n'est pas remise en question. Alors, le but des deux transparents qui suivent, c'est de présenter un peu aussi les mathématiques qu'on va utiliser aujourd'hui. Donc, on va travailler sur des entiers modulo un autre entier, par exemple modulo 7, modulo 15, modulo n en général, ou modulo p. Et qu'est-ce que ça veut dire travailler les entiers modulo 7, par exemple? C'est-à-dire que quand l'entier est un peu trop grand, on s'intéresse à son reste modulo 7. Donc on aura toujours des entiers entre 0 et 6. Et donc la cryptographie à clé publique, et donc le premier c'est Diffie-Hellman, s'intéresse à l'existence de fonctions uniques, de fonctions à sens unique, c'est-à-dire qui sont faciles à calculer, mais difficiles à inverser. Donc l'exemple ici, c'est l'exponentiation. Donc P est un nombre premier, et j'ai un certain entier G, et je vais le mettre à la puissance A. Et bien en fait, donc la méthode naïve serait de faire A multiplication, G fois G fois G fois G.
Et il y a une méthode beaucoup plus rapide, qui s'appelle l'exponentiation rapide, qui permet de faire ça en un nombre de multiplications qui n'est que logarithmique. Donc c'est au fond assez rapide. Le problème inverse, c'est étant donné une puissance d'un nombre, trouver l'exposant. Donc je connais ici le G, je connais A qui est une puissance, et je veux retrouver quelle est cette puissance, donc le petit a. Et là, c'est bizarrement plus difficile. Il faut en pratique un nombre de multiplications qui va être la solution, c'est-à-dire essayer. Est-ce que c'est G? Est-ce que c'est G carré? Est-ce que c'est G cube? Alors dans ces deux cas, il y a des accélérations possibles, mais pas extraordinaires, qui ne changent pas globalement la difficulté de l'inversion. Alors comment on génère, par exemple, une clé privée entre deux participants lorsqu'on n'a pas de secret partagé initial? Donc là, je prends un scénario très simple. On sait qu'Alice et Bob se parlent, donc ils savent, ils sont par exemple au téléphone ou à un canal de communication numérique, ils sont convaincus qu'ils se parlent, mais ils savent qu'ils sont espionnés. Donc s'ils disent au téléphone le code secret est, potentiellement quelqu'un d'autre va l'entendre. Donc ils vont se mettre d'accord sur le nombre premier P, un entier G, et ils vont choisir un exposant de leur côté qui est donc secret. Mais le problème, c'est que le secret est différent. Alice choisit un exposant A et Bob un exposant B. Ils vont calculer chacun leur puissance respective, qui est donc différente. Donc 1, c'est l'appelle grand A, le G puissance A, et grand B, le G puissance B. Donc elles sont différentes, et à ce moment, elles vont s'échanger ces puissances. Donc tout le monde connaît à ce niveau-là le petit g, le p et les puissances grand A et grand B. Et la clé maintenant consiste à se mettre d'accord sur une puissance commune qui va être le petit a fois petit b. Donc Alice a déjà récupéré le g puissance b. Il suffit qu'elle le mette à la puissance petit a et elle obtient g puissance a, petit a fois petit b. Bob fait pareil, a récupéré g à la puissance petit a dans le grand A, il le met à la puissance petit b et il récupère le même exposant sans avoir appris le secret d'Alice. Et Bob arrive à calculer g puissance AB sans avoir appris le secret de Bob. Donc ce protocole va être sûr si, à partir des grands A et grand B, on ne peut pas récupérer les exposants petit a et petit b. Donc, voici un exemple de protocole. Et donc ce protocole va être sûr si on ne peut pas revenir en arrière. Alors l'autre protocole qui est arrivé après, c'est le protocole RSA, qui va essayer de se passer de cette génération de clés secrètes, directement fournir une méthode de chiffrement, une sorte de cadenas ouvert distribué au monde entier, que tout le monde peut utiliser pour fermer, pour encoder son message, que seul celui qui a généré le cadenas peut ouvrir avec sa clé secrète. Alors, encore une fois, ici, le but, c'est de donner la structure, mais pas tous les détails. Donc, quelle est la fonction à sens unique qu'on va utiliser ici? C'est le produit. Donc, faire le produit de deux entiers, comme on l'a vu à l'école, se fait au fond assez facilement. Et on peut même accélérer cela. Et donc, il faut de l'ordre de log un des deux nombres à multiplier. Donc là, j'ai dit que si on multipliait p fois q, il fallait de log p addition pour faire une multiplication. Et on peut même aussi un peu améliorer ça. En revanche, inversement, si j'ai un produit et que je veux savoir de quel nombre il est le produit, c'est difficile. En pratique, il va falloir, comme pour tout à l'heure, essayer un à un les diviseurs possibles. Est-ce que c'est divisé par 2? Est-ce que c'est divisé par 3? Est-ce que c'est divisé par 4? Etc. Encore une fois, on peut améliorer un petit peu, mais pas de façon à rendre le problème aussi facile que la multiplication. Donc à partir de ça, alors le protocole est un petit peu plus technique, donc je ne vais pas rentrer en détail, mais ce qui est important, c'est de regarder les boîtes qui indiquent les secrets. Donc Alice prend deux nombres premiers. Alors, il faut qu'ils soient bien choisis, mais je passe cela. Elle forme le produit de ces deux nombres. Et Bob a un message qu'il veut envoyer, que je suppose être un entier. Et donc, ce qui va être privé,
ça va être le produit de ces deux nombres, enfin, c'est les deux nombres premiers qu'elle a choisis, et bien sûr le message à envoyer. Alors il y a un petit peu de travail, donc ce que j'ai oublié de mettre ici, c'est que donc, le produit des deux nombres est aussi est public, donc tout le monde le connaît, c'est ce qui apparaît ici. Et il y a un petit peu de travail que doit faire Alice pour générer un autre entier qui est public. À partir de ces deux nombres, Bob peut transformer son entier en un autre. Et ce qui est difficile, c'est de faire marche arrière. Donc, elle envoie ce message encodé et Alice, à l'aide de la connaissance du P et Q, peut arriver à calculer un autre nombre qui permet de décoder. Et le codage, encore une fois, c'est juste des exponentiations. Donc on voit effectivement que si on pouvait résoudre le logarithme discret, on pourrait sans doute casser ce protocole. Et de manière générale, si on peut factoriser, on peut calculer, on peut aussi casser ce protocole. Donc ici, encore une fois, là, on voit qu'il y a une partie connue par tout le monde. Tout le monde peut utiliser cette information pour chiffrer. Mais pour déchiffrer, les attaques consistent essentiellement à essayer de retrouver le secret d'Alice et donc à factoriser le nombre n. Donc ici, c'est pour motiver le genre de mathématiques qu'on va utiliser aujourd'hui, et puis aussi quel genre de problème on essaye de résoudre, et en gros calculer ces fonctions inverses, et afin de casser ces protocoles. Alors, je n'ai pas dit exactement quelle était la difficulté du logarithme discret, quelle était la difficulté de factoriser pour l'ordinateur classique, donc je ne compte pas rentrer dans les détails. Ce qui est intéressant, c'est de savoir qu'il y a une compétition internationale avec des records réguliers sur quel est le plus grand nombre, par exemple ici, qu'on peut factoriser. Donc la progression du nombre de chiffres, enfin, du plus grand nombre qu'on sait factoriser, nous donne quand même une idée sur la complexité de son problème et aussi d'un point de vue heuristique, d'un point de vue pratique. C'est ça qui est important en cryptographie. Donc pour la petite histoire, il y avait même un prix associé à la factorisation de ces nombres par RSA, et puis ce prix maintenant n'est plus donné, mais la communauté s'est pris au jeu et continue à se créer des défis de plus grand nombre à factoriser. Donc on voit que les progrès quand même prennent du temps. Hein. Là, pour augmenter d'une vingtaine de chiffres, il a fallu 7 ans, et là, augmenter d'à peu près 30-40 chiffres, il a encore fallu 8 ans. Donc là, j'ai donné la solution du nombre à factoriser avec 193 chiffres. Et ce qui est aussi intéressant, parce que le dernier record, la date de 2020, c'est de voir plusieurs choses. De voir déjà que l'école française est très forte. C'est que beaucoup de co-auteurs ici viennent de Centre, à Limoges et à Nancy. Que beaucoup de ressources sont utilisées. Donc là, ce qu'on voit ici, c'est que c'est le nombre d'années de calcul qui ont été faits sur des ressources distribuées sur plusieurs pays. Et ce qu'on voit aussi, c'est que ce qui est intéressant, c'est que le logiciel qui est utilisé est open source, et donc tout le monde peut accéder à ce code et essayer de faire des essais chez lui. Donc voici la difficulté de factoriser, bien sûr, avant l'ère quantique. Donc maintenant, nous rentrons dans l'ère post-quantique. Et donc, ce que nous allons voir aujourd'hui, c'est l'attaque due aux découvertes de Peter Shor, et qui résout exactement les fonctions à sens unique, donc les réciproques des fonctions que j'ai définies avant, à savoir le logarithme discret, étant donné une puissance, retrouver l'exposant, et la factorisation, étant donné un produit, retrouver les facteurs. Donc il y a beaucoup eu d'extensions, y compris et des applications à d'autres problèmes en fait, algébriques, même si les premières applications sont effectivement, point de vue pratique, l'attaque directe de nombreux protocoles dits à clé publique, lorsqu'initialement on n'a pas une clé secrète. Il y a un autre algorithme qu'on verra la semaine prochaine, qui est l'accélération de toute recherche exhaustive, voire même heuristique, qui directement remet aussi en question la sécurité des protocoles à clé secrète, parce qu'on peut chercher la clé secrète plus rapidement. En revanche, ici, l'accélération n'est pas exponentielle, elle est en général quadratique, donc les protocoles sont affaiblis,
mais pas cassés. Il suffit d'augmenter un peu leur clé secrète et ils restent sûrs face à une attaque quantique. Donc, par rapport à ces nouveaux algorithmes, une nouvelle communauté s'est vraiment créée, dit post-quantique, qui a vu le jour en 2006 avec une conférence annuelle. Et les objectifs sont complémentaires de ceux que j'avais développés au premier cours, qui est d'une cryptographie quantique, c'est-à-dire qui échange l'information quantique. L'objectif, c'est de définir des nouveaux protocoles complètement classiques qui utiliseraient la technologie existante, nos ordinateurs classiques, mais qui resteraient sûrs face à des ordinateurs quantiques qui n'existent pas encore. Donc on se met dans une situation vraiment idéale du point de vue de l'attaquant. Il a l'ordinateur quantique qui marche, qui fonctionne, de grande taille, et une situation actuelle, plus faible, mais qui est la situation d'aujourd'hui, que l'utilisateur n'a lui qu'un ordinateur classique. Et donc cette conférence est très active, et une compétition même a été lancée en 2016 par l'agence américaine NIST. Alors là, j'ai mis le transparent qu'avait utilisé NIST, qui faisait état un peu de l'inquiétude des services de sécurité américaine face à la possibilité peut-être qu'un jour un ordinateur quantique existe. Donc on voit que les protocoles utilisés à l'époque à clé publique sont tous devenus vulnérables dans ce futur quantique, et que les autres protocoles, donc on dit symétriques ou à clé secrète, sont affaiblis. Donc a priori, il suffit d'augmenter la clé. Et donc il y a une compétition en cours qui vise à quoi? À définir de nouveaux protocoles cryptographiques à clé publique, qui ne sont pas RSA, qui ne sont pas Diffie-Hellman, qui sont d'autres protocoles, qui utilisent par exemple des codes correcteurs, qui utilisent des réseaux euclidiens, qui résisteraient aux attaques quantiques. Et la compétition est toujours en cours. Il y a de l'ordre d'une demi-douzaine de protocoles encore en compétition. Donc, et la synergie ici est vraiment très importante et très intéressante entre les algorithmiciens quantiques, qui supposent l'existence d'un ordinateur quantique, et les cryptographes, on va dire classiques, qui utilisent les ordinateurs actuels. Alors, comment on va faire pour casser tous ces protocoles RSA, logarithme discret et ceux de la même famille? On va s'intéresser à un problème qui est de chercher la période d'une fonction. Parce qu'on va voir que derrière tous ces problèmes, il y a une structure algébrique qui met en évidence la période d'une fonction. Et donc la semaine dernière, j'avais présenté les premiers algorithmes qui utilisaient la transmette de Fourier, mais sans vraiment utiliser l'aspect fondamental de la transmette de Fourier, c'est son lien très fort avec la période d'un signal. Et c'est Simon, en 1994, qui a réalisé ça. Donc il a défini un problème un peu moins artificiel que les précédents, toujours à oracle. Vous vous rappelez, oracle, c'est le fait qu'on ait une fonction qu'on ne peut que évaluer. Et l'objectif était de trouver la période de cette fonction. Et ce problème, classiquement, on va voir, requiert un nombre exponentiel de questions à la fonction, alors que quantiquement, il va falloir un nombre seulement linéaire. Et l'ingrédient, donc, c'est la transmette de Fourier. Alors cet article a été refusé. OK, encore un autre algorithme, au fond, artificiel. Mais heureusement, il a été lu par Peter Shor. Alors là, on voit la même année, mais là, c'est juste un effet de... Ce n'est pas la même période de l'année. Et en fait, il a été aussi... j'ai mis la date de publication. Et Peter Shor a réalisé ici qu'il y avait un lien avec la factorisation. Et donc, son ingrédient, c'était de... Donc, il a changé un peu d'algèbre, mais pas beaucoup. Et il a réalisé comment on pouvait construire cet oracle à partir du nombre à factoriser. Et la période de la fonction qu'il a introduite révèle les facteurs du nombre à factoriser. C'est une autre transformée de Fourier quantique, ce n'est pas la même, donc il y a un effort. Il y a aussi beaucoup de difficultés techniques qui auraient sans doute découragé beaucoup d'autres personnes qui auraient essayé. Et lui, il a montré comment les surmonter. C'est intéressant ici de revenir sur l'histoire, une idée quand même assez géniale de Simon qui n'a été pas comprise, à part par Peter Shor, qui, l'histoire raconte, je n'ai pas vérifié, que Peter Shor aurait dit que si mon papier est accepté, je demande à ce que celui de Daniel Simon soit accepté aussi. Alors,
commençons avec cet algorithme de Simon. Et là, c'est un petit récap de la semaine dernière. Je vous rappelle ce qu'est un algorithme quantique. Un algorithme quantique est la description d'un circuit quantique. Un circuit quantique est une composition de portes quantiques qui sont des transformations unitaires sur un petit nombre de bits quantiques. Et un circuit quantique est une façon de composer ces portes de façon à créer une grosse transformation unitaire qui, agissant sur un, disons, n bits quantiques, sera de taille 2 puissance n fois 2 puissance n, mais sa représentation en termes de circuit va être compacte. Donc, dans le cas de Simon, sera linéaire. Et qu'est-ce qu'un algorithme quantique? C'est un algorithme classique qui va décrire ces circuits quantiques. Et il y a aussi possibilité d'interagir avec ces circuits, c'est-à-dire qu'on fait une mesure, on observe, on se rend compte qu'on a observé certaines valeurs, du coup on construit un nouveau circuit. Ça, c'est ce que nous avions vu la semaine dernière. Alors, donc je dois définir la transformée de Fourier quantique. On l'a heureusement déjà vu la semaine dernière, donc je la rappelle. Donc c'était ce cas particulier. Donc voici, donc là je rappelle ce qu'est la porte de Hadamard, hein, qui partant d'un bit 0 ou 1 part sur une superposition uniforme, 0 ou 1 avec amplitude 1 sur racine de 2, puis un signe qui est plus devant l'état 1 si je pars de 0 et qui est moins 1 sinon. Et la transformée de Fourier quantique, ici, part de n bits quantiques, et sur chaque bit quantique, j'applique une porte de Hadamard. Là, mon algorithme de description est très simple, hein, de 1 à n, met la porte de Hadamard. Et nous avons vu la dernière fois qu'il y a une représentation compacte, très simple. Si je pars ici de x, un mot de n bits, donc une suite de n bits, je pars aussi sur une superposition de tous les mots, ce coup-ci pas tous les bits, mais tous les mots de n bits. Il y en a 2 puissance n, donc je dois normaliser, 1 sur racine de puissance n, et le signe sera encore une fois plus ou moins 1. Et pour calculer ce signe, une forme bien compacte, ici c'est une sorte de produit scalaire modulo 2, qui s'intéresse donc à la parité des 1 en commun. Donc les x, y, i, c'est 0 ou 1, je fais la somme de ces produits, donc j'ai des 1 quand tous les deux sont à 1, et je regarde la parité. Donc c'est une forme très compacte, très agréable. On a vu que cette forme nous permettait de résoudre le problème de la semaine dernière, Bernstein-Vazirani. Alors, que fait au fond cette transformée et pourquoi ça s'appelle transformée de Fourier? Imaginons que je pars d'une superposition quelconque, donc là j'ai mis des coefficients que je ne connais pas, alpha x. Donc je vais appliquer cette transformée sur chacun des mots de n bits x, et par linéarité, j'obtiendrai la somme de toutes ces transformées. Et donc quand je recombine tout, j'ai des nouvelles coordonnées. J'appelle alpha chapeau. Et ces alpha chapeau, là on obtient, donc c'est simplement une combinaison, hein, de tous les coefficients précédents, avec des nombres plus ou moins 1, bien sûr, en fonction du fameux produit scalaire. Et ces coefficients s'appellent les coefficients de Fourier. Alors, ce n'est pas exactement les coefficients de Fourier qu'on voit à l'école, parce qu'habituellement, ici, il y a des racines énièmes de l'unité, ici, il y a des entiers, et ici, il y a des vrais produits. En fait, on s'intéresse à une transformée de Fourier dans un autre groupe, qui n'est pas le groupe cyclique. Donc ça, c'est pour votre culture, mais je ne vais pas exploiter ça. Alors, cette transformée de Fourier, regardons classiquement. Si je voulais calculer un coefficient, il faut que je fasse cette somme. Combien j'ai de termes? Comme je m'intéresse au mot de n bits, j'en ai 2 puissance n. Donc j'ai besoin de 2 puissance n opérations pour un coefficient classique. Si je les veux tous, combien j'ai de coefficients? J'en ai 2 puissance n, j'ai envie de dire 2 puissance n fois 2 puissance n. En fait, on peut faire un peu mieux, ça s'appelle la transformée de Fourier rapide. On peut faire en n fois 2 puissance n opérations de base, arithmétique. Quelle est la taille de mon circuit? Je n'ai que n portes. Donc on voit qu'il se passe quelque chose ici. Donc je peux faire cette transformée de Fourier quantique avec un circuit qui n'a que n portes, alors que calculer tous les coefficients en classique demanderait ce nombre d'opérations. Donc là, il y a quelque chose à exploiter. Ce n'est pas immédiat, parce que ici, en classique, j'ai tous les coefficients à ma disposition, je les ai tous calculés, alors qu'ici, j'ai une superposition.
Donc si j'observe, qu'est-ce que je vais observer? Un Y avec une probabilité, le carré de cette amplitude. Ce n'est pas du tout la même chose. C'est ce qu'on appelle un échantillonneur de Fourier. Donc ça peut être intéressant de voir ce qu'on va faire avec cet échantillonneur. Il y a des applications à cela qui sont connues en fait en classique. Donc ce n'est pas quelque chose qu'on a complètement inventé. Donc, parce qu'au fond, ces nombres en pratique, il suffit que je prenne un n petit, ils ne sont pas forcément si grands que ça. Donc en cryptographie, donc, ces transformations ont des propriétés de bonne diffusion, ces propriétés propres des transformations de Fourier, et permettent de générer des nombres aléatoires qu'il est difficile de deviner. En signal, c'est utilisé en compression, donc j'ai découvert ça récemment, donc un protocole assez récent utilise cette transformation de Fourier. Et donc en quantique, ce que nous allons voir, c'est qu'on peut trouver la périodicité d'une fonction qui est définie sur un domaine de taille a priori 2 puissance n. Alors, voici le problème. Le problème a une structure assez similaire à ce qu'on a vu la dernière fois. Donc on a notre oracle, notre fonction qu'on ne peut que questionner. On ne sait pas comment est-ce qu'elle est faite. Donc elle prend un mot de n bits. La différence avec la dernière fois, c'est que le résultat, ce n'est pas un bit, c'est aussi n bits. Et elle a cette promesse, alors il faut la lire. Ce que dit cette promesse, c'est qu'au fond, cette fonction est périodique, d'une certaine période S. Alors, quel est ce plus? C'est le plus de mon groupe que j'ai défini tout à l'heure. Ça veut simplement dire que je fais le OU exclusif bit à bit entre X et S. Et donc, bien sûr, si Y égale X plus S, la fonction prend la même valeur. Et le si et seulement si nous dit, au fond, la fonction est strictement périodique. Lorsqu'elle prend deux fois la même valeur, c'est à cause de la période. Donc, il y a une promesse, c'est que la fonction est périodique. Alors quand S égale partout 0, en fait, ça veut dire que la fonction est bijective. Okay. Et on pourrait dire, mais si la fonction est périodique de période S, peut-être qu'elle est de période aussi de 2S. Donc là, on se dit, mais il y a un problème. En fait, comme on travaille modulo 2, avec des bits, le OU exclusif, 2S, ça fait 0. Donc S, OU exclusif S, ça fait 0. Donc on revient, le groupe de périodes, c'est 0 et S. On ne peut appeler la fonction et on ne peut rien faire d'autre. Et donc là, on avait vu qu'en quantique, cela signifiait avoir accès à une transformation unitaire. Donc j'avais utilisé la dernière fois plutôt SF, mais j'avais dit que c'était en lien avec plutôt une transformation unitaire beaucoup plus générale, qui vient du calcul réversible, donc de l'encodage réversible de n'importe quelle fonction. Et donc, que fait cette opération? Si je mets en entrée x, le x ne change pas. Si je mettais pour dire sur l'autre entrée, par exemple 0, partout 0, alors j'obtiendrai en sortie f, donc la valeur de ma fonction. Mais j'ai besoin que l'opération soit réversible. Donc c'est pour ça que je la définis autre part. Lorsque je mets autre chose sur ce registre, je fais le OU exclusif de bit à bit. Et on voit que lorsque j'appelle deux fois cette boîte, f plus f, ça fait 0, je reviens à mon point de départ. Et donc, quelle est la complexité de mon problème, qui effectivement a l'air complètement abstrait, on ne voit pas le lien avec la factorisation pour le moment. Eh bien, en calcul classique, donc, donc même si on est probabiliste, il faut une sorte de paradoxe des anniversaires. Donc c'est ici que vient cette racine carrée. Il faut un nombre de requêtes de l'ordre de 2 puissance n sur 2, parce qu'on ne connaît rien sur la fonction. Donc on va apprendre quelque chose que lorsqu'on verra deux fois la même valeur. Et là, il y a une preuve d'optimalité qui se base sur l'optimalité du paradoxe des anniversaires. Donc en quantique, on va voir qu'il faut plus une question, mais un peu plus quand même. Là, il me faut un nombre linéaire de questions. Et même si je vais être précis, c'est n plus une constante. Donc la probabilité de succès va me définir cette constante. Si je veux une probabilité de... Donc parfois, l'algorithme ne fonctionnera pas. Ça, c'est la nouveauté par rapport à la dernière fois où l'algorithme fonctionnait tout le temps. Donc si par exemple je veux une probabilité de succès de 99%, et bien là il faudra peut-être que je fasse n plus 10. Alors on va utiliser notre transmettre de Fourier et le circuit, si vous vous souvenez du cours de la semaine dernière, c'est quasiment le même. Ça c'est quand même assez surprenant. C'est quasiment le même circuit. Et on va toujours faire quasiment le même circuit aujourd'hui. Cela transmettre de Fourier changera. Donc sur mon premier registre, j'ai des mots de n bits, et le deuxième registre, j'ai aussi des mots de n bits, et je mets tout à 0. Okay. Je commence par faire une transformation de Fourier sur le premier registre,
Et comme d'habitude, ça nous permet de partir sur une superposition sur tous les mots possibles de n bits. C'est ce que j'appelle la parallélisation. Ensuite, je vais appeler ma fonction. Et donc, comme sur le deuxième registre, j'ai 0, le ou exclusif bit à bit avec la valeur de la fonction en x va simplement écrire f de x sur le deuxième registre. Okay. Et là, il se passe quelque chose de différent quand même par rapport à la semaine dernière, c'est qu'on va observer. Cette mesure est une mesure partielle à ce niveau-là. Il faut revenir sur les premiers cours. Que veut dire faire une mesure partielle ? Mesure partielle fait qu'on va obtenir une valeur de la fonction, nécessairement, f de x, complètement aléatoire, qui est définie par les amplitudes, ici, donc elle va être complètement aléatoire. Et je n'ai pas mesuré le premier registre, mais la théorie, donc, la physique quantique, et ce qu'on a formalisé lors du premier cours, fait que ne doivent rester que sur le premier registre qui est compatible avec la mesure du deuxième registre. Donc si j'ai vu f de x, je ne dois avoir ici que des choses qui sont égales à ce f de x. Comme ma fonction est strictement périodique, il n'y en a que deux. Il y a x et x plus s. Alors, ce f de x est connu. Bien sûr, je ne connais pas x, je connais la valeur. Et cette valeur fait qu'il ne reste sur le premier registre, que je n'ai pas observé, que deux états, x et x plus s. Alors, petite remarque, quand s égale 0, en fait, j'ai qu'un seul état. Mais je ne voulais pas faire deux calculs. Donc, je suis à ce niveau-là. Alors, qu'est-ce qui se passe si j'observe ? On a envie d'observer, au fond, ici. J'observe une valeur qui correspond à la qui, lorsque j'applique la fonction, correspond à la valeur que j'ai observée. Mais ça va être soit x plus s, et si je n'ai pas les deux, je ne peux rien faire. Donc, si j'observe, je n'ai rien. Rien d'autre qu'avoir pris un x au hasard et avoir calculé la fonction. Donc, on est vraiment dans la même situation que la dernière fois. Il faut maintenant que je crée des interférences. Et donc, c'est le rôle de la deuxième transformée de Fourier ici. Donc, il faut y aller. Donc, chaque x part en superposition de tous les y, avec un signe qui dépend de ce produit x fois y. Et pareil pour x plus s. Part sur tous les y, et le signe est différent. Et là, il y a une expression qui est au fond très agréable. C'est que donc le plus et le multiplié, ce n'est pas ceux qu'on a l'habitude d'avoir, mais si ça s'appelle plus et multiplié, c'est qu'ils se comportent pareil. Donc, on peut distribuer le plus sur le multiplié. Et donc, ça, c'est pareil que xy plus sy. Et donc, on va pouvoir mettre en facteur xy. Et donc, ceci, c'est la même chose que cette somme. Et là, ça devient intéressant. Donc, j'ai la somme de tous les y. Et là, j'ai un nombre, qui est donc soit 1 moins 1, soit 1 plus 1. Donc, dans certains cas, ça va faire 0 et ça va disparaître. Donc, quand est-ce que ce nombre, cette amplitude n'est pas nulle? Que lorsque sy égale 0. Donc, ne survivent que dans cette somme les... donc là, c'est un y, je suis désolé, que les y, que les y, qui sont dans ce que j'appelle l'orthogonale de S, mais là c'est une notation binaire, qui est simplement l'ensemble des y tel que le produit bit à bit modulo 2 avec S égale 0. Tous les autres disparaissent. Et mon algorithme quantique s'arrête là. Donc qu'est-ce que je fais maintenant? Et c'est souvent un peu la structure des algorithmes quantiques, c'est qu'il y a une partie, au fond, pas si complexe, qui nous fournit un nouveau problème. Et ce nouveau problème devient facile classiquement. Alors là, il faut un peu d'expérience pour se rendre compte pourquoi. Alors qu'est-ce qu'on a observé? On a observé plein de... Alors, je l'ai fait une fois, je peux le faire deux fois, je peux le faire plein de fois. Alors ce qui est intéressant, c'est que ce que j'observe est aléatoire. Donc j'observe plein de y. Chacun de ces y est aléatoire et est orthogonal à ce s. Donc qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'ils satisfont tous y fois s égale à 0. Si je réfléchis à ce que c'est ce y fois s, simplement une équation linéaire. C'est la somme des yi si égale à 0. Donc rien ne m'empêche de créer un système linéaire, alors qui est modulo 2,
mon inconnu, je l'ai appelé T, et j'ai envie de résoudre ce système. Donc je collecte plein de Y aléatoires, et j'espère qu'à un moment, j'en aurai suffisamment pour pouvoir résoudre le système. Alors un peu d'analyse nous dit qu'effectivement, si j'en prends un peu plus que n, alors avec probabilité qui va très rapidement, exponentiellement vers 1, si, en gros, je n'ai pas de période, alors ce système est de rang complet très rapidement. Si j'ai une période, alors il n'est pas de rang complet, il rend n-1 aussi très rapidement. Et donc dans les deux cas, les solutions de mon système vont être 0. On voit que si 0 fois S, ça fait 0. Et l'autre, c'est S. Et donc il suffit de résoudre le système modulo 2 et c'est fini. Donc conclusion, qu'est-ce qu'on a vu? On a un problème qui classiquement demande un nombre exponentiel de requêtes, donc le temps aussi. Et quantiquement, le nombre de requêtes est n plus une constante, donc il va dépendre de ma probabilité de succès. Et quel est le temps? Alors le temps, il faut se remettre, donc il y a la transformée de Fourier qui est simple, c'est n. Et il y a résoudre un système linéaire. Et qu'est-ce que je veux dire d'autre? Oui, c'est que je dois relancer le circuit plusieurs fois, parce que je veux n plus k. Donc en gros, le circuit quantique, au final, a de taille n carré. Puis il faut résoudre un système linéaire. Donc là, j'ai mis une complexité simple, c'est-à-dire en gros n cube, mais on sait qu'on peut faire un peu mieux. Donc j'ai ici une belle séparation exponentielle, encore plus forte que celle de la semaine dernière, et donc je réfute une nouvelle fois la version quantitative de Church-Turing, mais toujours avec Oracle. Donc voilà où on en était avec Simon. On voit qu'au final, le transformé de Fourier nous permet de révéler la période de notre fonction. Il faut que la fonction soit strictement périodique, mais il y a un calcul à faire, c'est que je ne la lis pas directement, cette période. Donc cette notation veut un peu dire qu'on est un peu dans le dual de la période. Bon, on a envie de voir la factorisation maintenant. Alors il va falloir que je fasse quelques efforts, mais la structure va être très similaire. Alors le premier effort, c'est qu'on ne va pas exactement résoudre la factorisation tout de suite, parce que où est ma fonction périodique? Je n'ai pas de fonction périodique. Donc la première étape, c'est d'introduire un problème qui, lui, est périodique. Et le problème qui est périodique, c'est calculer l'ordre d'un élément. Donc je vous rappelle qu'on va être modulo un certain nombre, et ce nombre va être exactement le nombre à factoriser. On va être modulo n. Et l'entrée de mon problème, que j'appelle calcul de l'ordre, c'est deux entiers, donc a et n. Donc pour des raisons techniques, je veux que ces entiers soient premiers entre eux, parce que sinon mon problème n'est pas bien défini. Et je veux le plus petit entier r, tel que a à la puissance r, ça fasse 1. Et ce nombre, en fait, cet exposant r existe que si a et n sont premiers entre eux. Bon, ça, c'est de l'arithmétique. Je n'ai pas besoin que l'on comprenne pourquoi ici. Il suffit juste d'accepter que ce nombre existe. Et je vais donc considérer la fonction exponentiation, qui a x associe a puissance x modulo n. Et donc, f de 0, c'est a puissance 0, donc 1. F de 1, c'est a. F de 2, c'est a carré. F de 3, a cube. Puis à un moment, je vais tomber sur R. Et f de R, ça va faire 1. F de R plus 1, ça va faire A. Et donc j'ai une période. Et la période est exactement R. Et donc c'est ce que je veux résoudre. Et donc j'ai envie un peu d'utiliser mon algorithme précédent sur cette fonction-là. Parce qu'elle a la bonne propriété, cette fonction, d'être strictement périodique. Donc elle prend 2 fois la même valeur que si on a un multiple de l'ordre R. Alors qu'est-ce que je remarque sur cette fonction? Pas la peine de supposer que c'est un oracle, parce qu'elle est facile à calculer. Elle est facile à calculer, exponentiation rapide, log de grand N multiplication suffisent. Alors quel est le lien avec la factorisation? Donc il existe. Donc factorisation, donc j'ai un entier, je veux un diviseur. Je mets ici la réduction, il n'y a pas forcément besoin de rentrer dans les détails, mais c'est pour montrer qu'elle est courte, et aussi montrer qu'elle a été connue en 1976, donc bien avant. Et ce qui est rigolo, c'est qu'elle est aléatoire. C'est qu'elle ne marche pas tout le temps, donc il faut essayer plusieurs fois. Alors, il y a toute une série d'étapes. Donc, on prend seulement un nombre au hasard, on calcule son ordre, R. Donc, c'est une réduction. Donc, je veux montrer que si je sais calculer l'ordre, je sais factoriser. Donc, je suppose que je sais calculer cet ordre.
Et puis, il faut que l'ordre soit bien. Alors, pourquoi je veux que l'ordre soit bien? Parce que j'ai envie de faire un produit en utilisant une identité remarquable, que comme A puissance R égale 1, j'ai donc A puissance R moins 1 égale 0. Donc, je veux que mon R soit pair. S'il est impair, je recommence. Et je me retrouve avec mon identité remarquable égale à 0. Et là, on est modulo n, ce qui veut dire que, avant que je dise ça, j'ai produit de deux termes qui est égal à 0. Donc on a envie de dire, un de ces deux termes égale à 0. Modulo n, c'est un peu différent. Alors néanmoins, je veux vraiment qu'aucun de ces deux termes soit égal à 0. Alors c'est le cas pour le premier, parce que l'exposant est plus petit que l'ordre. Donc si je divise par 2, je ne peux pas avoir cette quantité égale à 0. Je ne peux pas avoir A puissance R sur 2 égale à 1. Le deuxième, ça peut être égal à 0. Donc en fait, si c'est le cas, on n'est pas content, on recommence. Et là, j'ai deux nombres qui ne sont pas nuls, dont le produit est égal à 0. Alors qu'est-ce que ça veut dire modulo n? Ça veut dire que j'ai deux nombres qui ne sont pas multiples de n, dont le produit est multiple de n. Ce qui veut exactement dire que les facteurs de n sont répartis sur ces deux nombres. Donc vous prenez le PGCD de votre nombre n avec l'un des deux et vous avez un facteur. C'est vraiment très beau, très simple. Alors bien sûr, là on recommence, donc des fois ça ne marche pas, et la magie de cette réduction, c'est que ça ne marche pas lorsqu'on sait factoriser. Donc c'est très beau. Bon, je voulais le présenter, mais au fond, je n'en ai pas spécialement besoin, parce que maintenant que je connais cette réduction, je m'intéresse à calculer l'ordre. Alors, on va faire la démarche complètement inverse de tout à l'heure, c'est que je calcule un ordre, mes opérations sont maintenant les vraies opérations que je connais, plus c'est multiplié, alors modulo n, mais quand même, donc la transformée de Fourier précédente ne va pas fonctionner. Alors, je vais faire l'opération complètement inverse, c'est que tout à l'heure, j'avais donné le circuit, je vous ai donné la forme compacte. Maintenant, je vais vous donner la forme compacte et on va chercher le circuit. Donc, la forme compacte est exactement celle qu'on a l'habitude de voir. En fait. C'est que la transformée de Fourier d'un élément de base x, ça doit être une superposition uniforme de tous les y possibles. Donc, il y en a n, donc je normalise. Et ce qu'on voit devant, c'est une puissance qui est en lien avec la racine nème de l'unité, donc 2pi sur n, fois xy. Donc ici, j'ai 2pi xy divisé par n, et les xy, c'est les produits habituels, encore une fois. Alors, ils sont modulo n, simplement parce que je divise par n, donc les multiples de n disparaissent dans l'exponentielle. Donc ça, c'est la définition qui devrait être utile, vu que je travaille modulo n. Alors, je fais le même effort que tout à l'heure. Qu'est-ce qui se passe si je fais une transformée sur une superposition? J'ai un changement de base, et les coefficients, là, c'est les coefficients de Fourier qu'on a l'habitude de voir. Alors, est-ce que c'est facile de calculer ces coefficients? Les mêmes remarques que tout à l'heure. Un coefficient demande grand N opérations, tous les avoir naïvement n carré, mais je peux le faire avec une transformée de Fourier rapide n log n. En quantique, là, c'est moins clair. Alors, bien sûr, on va y arriver, mais c'est moins clair. Application énorme dans beaucoup de domaines, y compris en algorithmique classique. Donc on peut multiplier des grands nombres, par exemple, très rapidement en faisant des transformées de Fourier de ces nombres. Analyse de signaux, compression, etc. On a envie de savoir que c'est possible, sans trop savoir pourquoi, mais autant regarder quand même pourquoi. Et ce qui est intéressant, c'est que le circuit va simplement utiliser la transformée de Fourier rapide qui existe sur les entiers. Mais la notation par circuit étant très compacte, toutes les opérations qui prennent du temps en quantique vont disparaître. En classique, je veux dire, vont disparaître. Donc le circuit est en bas. Expliquons-le un petit peu. Donc là, je fais simplement le chemin inverse de ce que j'aurais pu faire dans le cas précédent lorsque je faisais mon Hadamard à la puissance n. Donc je pars de ma représentation compacte. Ici, j'ai écrit le fait que y était un mot que je pouvais l'encoder en binaire. Et qu'est-ce qui s'est passé ici? Je n'ai pas pris n'importe quel grand n, j'ai pris une puissance de 2. Donc là, je sais bien le faire parce que c'est une puissance de 2. Et donc, j'ai créé ici l'encodage binaire de mon nombre. Et dans ce cas-là, je peux utiliser des bits quantiques. Alors, on se rend compte que je vais pouvoir écrire ça un peu comme un produit. Donc, cet état est en fait séparable. Donc, je vais pouvoir l'écrire comme un produit.
C'est assez surprenant. Et donc un produit de n qubits, qui sont en gros tous les mêmes, hein, 0 plus 1 divisé par racine de 2, donc j'ai mis les racines de 2 en facteur ici. Et il y a un nombre complexe de module 1 devant, qui est la phase, qui correspond à cette racine de l'unité à une certaine puissance. Okay. Et on voit qu'en travaillant un petit peu, donc ce n'est pas très difficile, hein, donc cette puissance, bien sûr, ne dépend que de x, parce que le y, je l'ai développé. Et en fait, j'ai des puissances de 2 qui apparaissent. Alors, comme si je multiplie trop mon nombre, comme je divise par 2 puissance n, hein, il y a des simplifications qui vont apparaître, et donc je les ai faites pour vous. Donc on se retrouve avec ici un nombre qui est la racine 2e de l'unité, 4e, etc., jusqu'à 2 puissance n de l'unité. Cette partie-là ne dépend que d'un bit de x, celle-là de 2 bits de x, etc. Alors, une fois qu'on regarde ça, donc un petit peu il suffit de transformer bit par bit et d'essayer de recréer ces phases. Alors, le plus simple, bien sûr, est celui-là. Donc, celui-là, en fait, on regarde, il suffit de faire une transformation de Hadamard. Alors, celui qui est un petit peu différent, au-dessus, on voit qu'il dépend de 2 bits. Donc, il va falloir un de ces 2 bits est très proche du précédent, donc j'ai ma transformation de Hadamard, et le deuxième dépend du deuxième bit, qui est ici. Et là, on se rend compte qu'on fait une rotation, en fait. On fait une rotation quand lorsque ce bit est à 1. S'il est à 0, il disparaît. Donc apparaissent naturellement les portes contrôle-rotation. Donc on avait vu un peu cette notation la dernière fois. Que fait cette porte? Si ce bit est à 0, elle ne fait rien. Et si ce bit est à 1, alors elle multiplie par le nombre complexe dont j'ai besoin. Donc j'ai pris le parti de vous décrire ce qui se passait plutôt que de faire le calcul. Et ici, on retrouve en fait une structure, pour ceux qui sont habituels à la transmission de Fourier rapide, assez naturelle. Et ce qui est agréable ici, alors, là, pourquoi j'ai une flèche dans un sens et dans l'autre, c'est parce que en sortie, on se rend compte que c'est dans l'ordre inverse, donc ce n'est pas très important pour nous. Et on peut compter le nombre de portes. Donc j'en ai en gros 1 sur le premier fil, 2, etc. Et je monte comme ça jusqu'à n, et j'en ai petit n carré. Ce n'est pas très compliqué. C'est un exercice qu'on pourrait poser. Et petit n carré, c'est très petit. Donc on est content, ce circuit existe. En revanche, il ne semble fonctionner que pour les puissances de 2. Donc là, je vous passe les détails, hein, mais on peut généraliser. Alors on peut même optimiser. Ça, c'est très intéressant. Là, je vous ai mis les résultats parce que les maths sont assez jolis. Donc, ce qu'on a écrit tout à l'heure, c'était un circuit de taille n carré porte, et la profondeur était n. Alors, je ne sais pas si je veux simuler exactement comment améliorer la profondeur, mais vous voyez, le nombre de portes, on peut presque le transformer en un nombre linéaire de portes. Il y a des termes logarithmiques. Donc ça, c'est assez joli. Si maintenant je m'intéresse qu'à une simulation approchée, donc il y a des erreurs selon une certaine norme que je ne décris pas, on peut faire beaucoup, beaucoup mieux. Donc on peut avoir ce nombre linéaire de portes et la profondeur est logarithmique. Et l'intuition de ce résultat est très simple. On fait des rotations d'angles de plus en plus petits. Donc si je m'intéresse qu'à une certaine précision, je peux enlever la plupart des rotations. Le cas quelconque est plus subtil, est beaucoup plus subtil. Si je veux le faire exactement, je peux arriver à une taille de circuit de l'ordre de n carré, donc je n'ai pas écrit la profondeur, mais c'est aussi n. Et il a été démontré qu'il est possible en gros de généraliser ce qu'il y a au-dessus lorsqu'on a une certaine précision. Donc au final, on sait faire la transmission de Fourier. Donc maintenant, on va l'utiliser. Donc, je vous rappelle le problème qu'on veut résoudre, c'est calculer l'ordre d'un élément. Donc, pour cela, on va utiliser la fonction exponentiation, qui est donc mon oracle, qui a un élément associé à sa puissance modulo grand N. Alors, c'est mon oracle, mais je peux le calculer. Donc, plus besoin de supposer que quelqu'un me le donne, je peux écrire le circuit quantique qui fait cet oracle.
Donc je reviendrai sur ça pour la calcul de la complexité finale. Cette fonction est strictement périodique, comme tout à l'heure. C'est que si elle prend 2 fois la même valeur, c'est que je suis un multiple de l'ordre. Alors la fonction, je l'ai définie sur tout n, sur tous les entiers. Sur tous les entiers, et donc ici j'ai un problème, c'est un domaine infini. Alors, pourquoi je fais ça? Pourquoi je ne mets pas n ici, au fond? Pourquoi je ne fais pas ça? Parce que la période ne divise pas n, n'est pas un diviseur, donc ça ne va pas tomber juste. Et en fait, savoir trouver le multiple dont est, non, le diviseur dont est la période revient à factoriser, donc ce n'est pas bon. Donc j'ai un problème, donc je ne peux pas me restreindre à... Ce n'est pas si simple de savoir comment couper. Et si je le faisais, donc au bout d'un moment, il va bien falloir que je coupe. Donc là, je prends un nombre fini de valeurs, j'en prends grand M. Alors j'ai un problème au bord. Donc ici, je m'intéresse aux entiers modulo M, mais je ne vais pas m'arrêter sur un multiple de la période. Alors, comment faire? Alors déjà, nous, on va faire dans les calculs, on va faire cette hypothèse, parce qu'au fond, c'est ce qu'il y a de plus simple pour comprendre l'intuition. Et comment s'en est sorti Shor, et ça je le présenterai très rapidement, il a montré que si on prend m suffisamment grand, de l'ordre de n carré, donc on se met très loin, on ne voit pas bien que ça ne se racole pas. Donc là, il y aura une erreur qui sera négligeable. Et j'expliquerai pourquoi rapidement. Donc, dans ce qui suit, je vais supposer que je coupe à m, donc je fais des calculs modulo m, et je suppose que je suis un multiple de la période. Bon, c'est une grosse hypothèse, mais cela suffit pour comprendre l'essence de l'algorithme de Shor. Donc l'algorithme est le même que tout à l'heure. Qu'est-ce qui change? Donc la fonction, bien sûr, la fonction elle a d'autres hypothèses. Et ce qui change aussi, c'est que la transformée de Fourier, c'est plus la même. Donc c'est plus la même. Je coupe sur les entiers modulo m, et donc je fais une transformée de Fourier modulo m. C'est plus la même. En revanche, du coup, les premières étapes du calcul vont être exactement les mêmes. Donc la première partie, donc je pars avec des zéros sur mes deux registres. Je fais une transformée de Fourier, comme je pars sur un zéro, j'ai une superposition de tous les entiers de 0 à m-1, et je n'ai pas de phase. Maintenant, j'appelle la fonction. Donc, je l'ai mis ici, donc on en reparlera plus tard. Donc là, c'est un circuit qui calcule l'exponentiation rapide, et j'obtiens donc une certaine puissance. Et comme tout à l'heure, je vais mesurer. Donc je mesure, j'obtiens un nombre entre 0 et m-1. Ce nombre, je le connais. Oui, donc c'est un n ici, entre 0 et n-1, excusez-moi. Donc la difficulté, hein, c'est que les valeurs de la fonction sont modulo n, mais les exposants sont modulo m. Okay, un petit détail technique. Donc, j'observe une puissance, une valeur peut-être 17, mais je ne connais pas le x, bien sûr. Comme tout à l'heure, vont rester sur le premier registre que ce qui est compatible avec cette puissance. Donc, je vais voir x, parce que je vois a puissance x, puis je vais avoir x plus les multiples de la période, parce que a puissance ce nombre-là, bah, c'est fait a puissance x fois ceci qui est 1. Donc j'ai pris pour convention que le x était entre 0 et r pour que ma notation fasse sens. C'est exactement l'équivalent de tout à l'heure où je voyais f de x et ici x plus s. C'est vraiment la même chose. Seule la loi a changé. Donc je suis sur le plus modulo n. Donc comme tout à l'heure, si j'observe ici, j'ai rien d'autre qu'un nombre aléatoire et son exponentiation. Donc je fais les interférences et comme tout à l'heure, il n'est pas clair qu'on ait gagné. Donc j'ai fait le calcul, j'ai sauté la première étape où on se rend compte qu'on peut factoriser. Donc j'ai un terme en commun et j'ai une superposition donc, de tous les y avec un coefficient ici. Et on a envie de dire que ce coefficient, bah, il est sans doute 0 ou 1. En tout cas, une constante, cela nous arrangerait. Tout à l'heure, c'était 0 ou 2. Donc là, ça va être 0 ou le nombre d'éléments que j'ai ici. Okay. Alors, il faut prendre un peu de recul. Qu'est-ce qu'on voit ici?
on voit une somme des racines de l'unité. Alors on sait que les sommes de racines d'unité, ça fait 0, sauf si cette racine est elle-même 1. Donc ça tombe bien. Donc quand est-ce que ça vaut 1, ici? Alors on regarde, c'est la racine m de l'unité, la puissance ry. Ben, il faut que ry soit un multiple de m. Donc c'est l'équivalent de tout à l'heure, c'est ry égale 0 modulo m. Donc ce que j'ai en sortie, c'est dy tel que ry égale 0 modulo m. Alors il faut maintenant tout remettre un petit peu ce qu'on sait. Donc j'ai en sortie dy tel que ry égale 0 modulo m. Donc si je travaille un petit peu, ça veut dire que... alors là, on se souvient que m est un multiple de r, donc r divise m. Ça veut dire que y, c'est la fraction m sur r fois un certain entier. Donc c'est soit 0, soit m sur r, soit 2m sur r, soit 3m sur r, etc. Donc on est un peu dans l'équivalent de tout à l'heure. Je ne vois pas r, je vois un peu le dual, qui sont les multiples de m sur r. Alors, bilan, qu'est-ce qu'on a? On a donc des échantillons qui sont des multiples de m sur r. Donc là, il faut réaliser qu'on a terminé. Je peux en avoir autant que je veux. Voilà, ça a un coût de relancer la machine, mais je peux relancer. Ils sont aléatoires. Alors, qu'est-ce que je connais, surtout? Alors, je connais... qu'est-ce que je connais? Peut-être que je suis un tout petit peu trop vite, excusez-moi. Qu'est-ce que je connais? Je connais y, parce que c'est ce que j'observe. Je connais m, parce que c'est mon entier. Donc, j'ai y et m. Je sais qu'y est un multiple de m sur r, qui lui-même est un entier parce que r divise m. Donc, j'ai envie de tout mettre du même côté, et donc ce qui m'intéresse, c'est la fraction y sur m. J'ai y, j'ai m, je peux faire cette fraction-là. C'est bien une fraction, parce que k est entre 0 et r moins 1, et donc c'est bien une fraction. Une fraction entre 0 et 1. Quand j'ai une fraction, je peux essayer de la réduire. Donc j'ai envie de la réduire. Donc j'ai ma fraction y sur m, puis je vais la réduire à une fraction irréductible t sur z. Alors, qu'est-ce qui se passe quand j'ai réduit une fraction? Je sais que cette fraction est égale à celle que je cherche, mais écrite autrement, k sur r. Donc si elle est réduite, eh bien, mon dénominateur de ma fraction réduite doit diviser r. Voilà. Donc un petit peu d'arithmétique, mais élémentaire. À partir de mon y, qu'est-ce que je trouve? Un diviseur de ma période. Bon, un diviseur, c'est peut-être pas suffisant. Alors là, il faut utiliser un peu l'hypothèse que je n'ai pas encore utilisée, c'est que k est aléatoire. Alors on peut s'intéresser, quand k est aléatoire, quelle est la probabilité peut-être que k sur r soit irréductible? Peut-être que j'ai de la chance. Et bien, en fait, elle est assez grande, et donc souvent j'ai de la chance. K sur r est irréductible. Et dans ce cas-là, z égale r. J'ai de la chance. Alors, il faut que je puisse le vérifier quand même. Il faut que je puisse le vérifier. Alors là, ce que j'ai écrit, c'est qu'en fait, donc, la probabilité est assez grande. Alors, elle n'est pas constante, mais 1 sur log de grand N. Donc, je pourrais me permettre de réitérer plusieurs fois. Okay. Alors, donc ça, donc, il faut le vérifier. Donc, c'est ce que fait la deuxième partie de mon algorithme, c'est que je vérifie que a puissance z égale 1. Comment je vérifie? J'ai envie de vérifier que c'est bien l'ordre. Donc, à la puissance r, à la puissance z, il vaut bien 1. Alors, on pourrait me dire, oui, mais c'est pas parce que c'est égal à 1 que c'est la période. Oui, mais r est le plus petit entier tel que la puissance z égale 1. Et z divise r, donc il est plus petit que r. Donc, s'il satisfait ça, z est bien égal à r. Alors, si ça ne marche pas, on recommence, parce qu'au fond, on n'a pas eu de chance, on recommence. Et puis, on peut recommencer jusqu'à ce que ça marche. Alors là, il y a une petite optimisation. Je le mets juste pour être complet, c'est que plutôt que de jeter les précédents, il suffit de prendre les plus petits multiples communs de ce qu'on collecte, et en fait, très rapidement, on va converger. Donc ce qu'on peut montrer, c'est que si je recommence 2 fois, la probabilité que j'ai la période est une constante. Donc ça va très très vite vers 1. Donc là, on voit un petit peu d'arithmétique, pas très difficile, qui montre qu'une fois qu'on a ces échantillons, au fond, on sait faire. Et donc, on n'a pas observé la période, on a observé... ces multiples de m sur r, mais ils sont aléatoires, je m'en sers dans l'analyse et je retrouve la période. Et donc, je sais factoriser.
Alors j'ai fait cette grosse hypothèse. Voilà, oui, donc conclusion, on recommence autant de fois qu'il faut pour gagner et pas la peine de le faire beaucoup de fois. Là, très rapidement, je ne vais pas donner les détails, c'est que ça fonctionne encore lorsque M n'est pas un multiple de R, mais suffisamment grand. Et comme on sait que ce n'est pas un multiple de R, autant prendre une puissance de 2, on ne va pas s'embêter. On n'a plus du tout cette égalité, qui est que le produit égale 0 modulo n. On a une forme approchée. Alors, une forme approchée, comment je vais faire ma fraction réductible, ma réduction de fraction? Eh bien, il y a un algorithme qui est l'algorithme des fractions continues qui va faire cette réduction pour moi. Et je reviens au cas précédent. Donc, je vais très, très vite, mais ça fonctionne très bien. Toute l'essence algorithmique quantique est dans le cas où M est multiple de R. Quelle est la taille de mon circuit? Donc, il faut regarder. Donc, au final, M est une puissance de 2. Je l'ai pris de l'ordre de n carré. Alors, du coup, je vais prendre n, le logarithme du nombre à factoriser. Ça me donne une idée du nombre de bits. Ici, c'est l'ordre de m carré, donc j'ai 2n bits. Là, j'ai petit n bits. Au total, j'ai 3n bits quantiques. La profondeur du circuit, c'est n log n, on l'a vu. La taille, c'est n log n, la profondeur, c'est log n. Et il y a la fonction exponentiation. Donc j'ai dit que on savait le faire. Et si on veut le faire en pratique, j'ai vraiment besoin de le faire de façon quantique. Donc il faut que je regarde la taille du circuit. Alors on regarde. Si on le fait un peu naïvement, on est en n puissance 5 avec une profondeur logarithmique. Si on veut relâcher un peu la profondeur, on est en n cube, le nombre de portes. Donc ça reste une complexité qui est polynomiale en logarithmique du nombre à factoriser. Et donc c'est une nouvelle réfutation de la thèse de Church-Turing, car on ne sait pas le faire en classique, en temps polynomial, en le nombre de chiffres à factoriser. Jusqu'à preuve du contraire, il se peut qu'un jour un tel algorithme arrive. Et on n'a plus d'oracle. Alors les gens sont intéressés à optimiser, parce qu'au fond, on a très peu de bits quantiques accessibles, donc il est important de jouer sur tous les paramètres. Il est quasiment impossible de descendre en dessous de 2n, parce qu'il faut le nombre à factoriser et puis au moins écrire les exposants. Il faut écrire les exposants, puis il faut au moins écrire les tentatives des exposants en superposition. Donc on peut faire 2n plus 2, puis on voit ce qui se passe, c'est que la taille du circuit, on arrive à rester en n cube, mais la profondeur est beaucoup moins bonne, il faut bien le payer, donc elle est en n cube. Donc voici le genre de choses qu'on peut faire, et ça clôt la partie factorisation. Alors, il y a deux choses à faire encore. On va se rendre compte qu'il y a un outil qu'on a développé sans se rendre compte, qui s'appelle estimation de phase. Donc, je vais le présenter rapidement. Et puis, se rendre compte que ça fonctionne aussi pour le logarithme discret. Donc, ces deux choses-là sont assez rapides. Alors, estimation de phase. Donc, regardons d'un peu plus près cette exponentiation rapide. J'ai donné la taille, je n'ai pas donné le circuit. Encore une fois, l'exponentiation rapide existe. Donc, ça ne va pas être très difficile d'écrire son circuit. Donc, voici son circuit. Alors, ce qui est important de ce circuit, c'est qu'il peut être précalculé à l'avance. Donc, on peut faire du précalcul classique par l'ordinateur classique. Et donc, on s'intéresse à ces portes-là qui, étant donné un entier, va le multiplier par une puissance, donc là, ici la kème puissance de mon nombre A, dont je cherche l'ordre. Donc ça, c'est ma brique de base. Et donc ce que je cherche à faire, moi, c'est un certain A puissance Y, par exemple. Et donc l'idée, c'est de décomposer cette exponentiation en très peu de portes. Et donc les seules puissances qui vont, comme je m'intéresse à la représentation binaire, les seules puissances qui m'intéressent vont être les puissances de 2. Donc effectivement, si je m'intéresse à A puissance 1, il suffit de mettre en entrée ici 1 et d'appliquer la porte V. Si je m'intéresse à A puissance K, il suffit de mettre en entrée 1 et ici la porte VK. Donc ce qu'on peut montrer, c'est si je m'intéresse à la puissance X et que je mets en entrée de mon circuit 1, alors en sortie, comme attendu, je n'ai que X. Et ici, je vais avoir A puissance X. Et je vais faire les multiplications par ces portes que pour les puissances de 2. Alors,
Donc là, donc si intervient dans la puissance, donc A puissance x, intervient dans le kème bit de x un 1, ça veut dire qu'il doit intervenir dans l'exposant A puissance 2 puissance k. Et donc je vais aller utiliser la porte correspondante. Donc ce circuit applique les portes exposants uniquement sur les bits concernés. Comme je n'ai qu'un nombre bien sûr logarithmique de bits, j'ai à la fin qu'un nombre logarithmique de portes. Alors j'ai conscience d'aller un petit peu vite, parce que ce qui m'intéresse, au fond, ce n'est pas tellement ça, c'est la structure. Donc mon UF, au fond, c'est simplement ce circuit-là. Donc je vais dépiler un petit peu. La première partie, c'était une transformée de Fourier, donc modulo 2 puissance m, qui sert à paralléliser. Au fond, pourquoi je fais une transformée de Fourier 2 puissance m? Les portes de Hadamard le font très bien paralléliser. C'est ce que je fais. Remplaçons cette boîte par des portes de Hadamard sur mes petits m bits. Mettons notre exponentiation rapide. Alors au passage, vous avez vu, je suis passé de 0 à 1, c'est d'un point de vue technique. Et à la fin, je remets ma transformée de Fourier. Quand on voit ce circuit, moi, je pense qu'on est obligé de se dire qu'on est passé à côté de quelque chose. Il y a quelque chose qu'on n'a pas vu. Il y a une porte qui est une opération unitaire, contrôlée, que je fais un nombre logarithmique de fois, les puissances de 2, et je fais une transformation de Fourier derrière. Que fait au fond ce circuit de plus que de factoriser? Eh bien, il fait ce qu'on appelle l'estimation de phase. Et c'est très joli, très simple. Donc les gens se sont... Shor ne le mentionne pas, mais très rapidement, on s'en est rendu compte. Et parfois même, la factorisation commence par là, mais je trouvais plus naturel de le faire historiquement. Donc voici, on a une porte V. On applique ces versions contrôlées, c'est-à-dire que soit on fait la porte, soit on ne la fait pas, à la puissance K. Et K, c'est une puissance de 2. Ah, bien sûr, j'aurais dû dire qu'on pouvait commencer à... c'est ça, voilà. Et j'ai un état en entrée. Tout à l'heure, c'était 1. Alors, quand on veut analyser un circuit ou même une transformation unitaire, c'est toujours intéressant de commencer par des vecteurs propres. Donc, supposons que cet état est un vecteur propre de V. Et regardons notre circuit. Là, j'ai mis exactement le circuit de tout à l'heure, à quelque chose près. J'ai mes portes de Hadamard qui parallélisent. J'ai mon exponentiation rapide, mais généralisée. Maintenant, V, c'est n'importe quoi. Et je fais ma transformée de Fourier. Alors, je la fais inverse. On va voir tout de suite pourquoi. Eh bien, il se trouve que ce qu'on va voir en sortie, c'est une approximation de la valeur propre. Ça c'est assez fort. Et donc, du coup, comme je réalise ça, je définis mon problème comme je veux trouver ma phase ici avec m bits de précision. Et donc, pour que c'est un sens, je divise par 2pi, parce que la phase est définie modulo 2pi. Donc là, maintenant, c'est un nombre réel entre 0 et 1. Et je veux ce nombre à n bits de précision près. Alors, là, c'est un peu la marche arrière dans l'autre sens de ce qu'on avait réalisé tout à l'heure, quand j'ai fait la transformée de Fourier. C'est qu'en fait, ici, on est en train de faire une transformée de Fourier. Et donc, si par exemple, je regarde ce qui se passe ici, donc là, j'ai une superposition 0 et 1. Okay, donc c'est normal que je retrouve le 0, 1. Si j'ai 0, je ne fais rien, donc je trouve 0. Et si j'ai 1, qu'est-ce que je fais? Eh bien, je vais appliquer V. Donc si j'ai appliqué V, comme psi est vecteur propre, je vais avoir en sortie mon vecteur avec la phase. Alors, la même astuce que la semaine dernière, la phase, on la met sur le registre qu'on veut, et donc je la mets sur ce registre-là. Et donc je retrouve 0 plus i. Quand je le fais 2 fois, j'ai 2 alpha. 3 fois, j'ai 3 alpha, etc., jusqu'à 2 puissance n alpha. Si je mets ça sous bonne forme, je vais avoir une superposition de tous les entiers entre 0 et 2 puissance n moins 1, avec, dans la phase, cet entier multiplié par ce que je cherche, alpha sur 2pi. Si tout ça tombait juste, je vois que j'ai simplement un transformé de Fourier de x. Non, pas pardon, la transformée de Fourier de alpha. Si alpha tombait juste, c'était vraiment un entier, un nombre à exactement m bits de précision. Je vois que j'ai exactement un transformé de Fourier de alpha. Et donc, dans le cas général, j'observe les m premiers bits de alpha divisé par 2pi. Donc, j'ai conscience que c'est
peut-être un peu rapide, mais la structure est vraiment très simple. Et c'est un outil très puissant donc qui sert à factoriser. Donc on pourrait presque revisiter tout ce que j'ai fait et se dire mais quelles sont les valeurs propres qu'on a calculées au fond. Donc en fait, c'est les valeurs propres de l'opérateur multiplication. Donc ça, c'est intéressant de regarder. Et quelles sont aussi les autres applications. Et ça, on verra ça les prochaines fois. Donc, ce faisant, on a découvert un outil algorithmique quantique très fort. Et donc, il me reste le logarithme discret. Alors, le logarithme discret, je le rappelle, ça fait un petit moment que je l'ai défini. J'ai un nombre premier, un autre modulo ce nombre premier, et j'ai un entier qui est censé être une puissance de ce nombre G. Et je veux retrouver cette puissance. Alors, si elle existe, il se peut que je n'ai pas de chance et que ce soit pas la puissance que mon grand A ne soit pas une puissance de G. Alors, dans le même article, en fait, Peter Shor a montré comment calculer ce logarithme discret, encore une fois sans oracle, encore une fois rapidement, et pour application, donc, on peut casser Diffie-Hellman, y compris les variantes connues de Diffie-Hellman sur les courbes elliptiques. Alors, rassurez-vous, il n'y a pas besoin de plus d'idées, en fait. C'était déjà présent, sauf qu'il faut le voir. Alors, il y a quand même une toute petite idée, c'est qu'il va falloir introduire un registre de plus. Et en gros, donc, mais regardons plutôt tout de suite quelle est la fonction périodique qu'on va calculer. Donc, l'idée, c'est d'utiliser le décalage entre l'ordre de l'élément petit g et la puissance de petit g. Puisqu'on a mis à une certaine puissance, il va y avoir un décalage. Et donc, il suffit de définir une fonction à deux variables qui va combiner les exponentiations habilement, donc une sorte d'exponentiation généralisée, et on va chercher une sorte d'ordre généralisé. Donc, f de 0, 0, ça fait à la puissance 0, donc ça fait 1. Et puis, f de x0, ça fait g puissance x, donc on retrouve la même fonction. Et f de 0 de y, ça fait a à la puissance moins y. Et si on utilise le fait que a est une certaine puissance, on voit qu'on fait simplement une exponentiation d'un certain du générateur. Le problème, c'est qu'on cherche le petit a. Et donc, on se rend compte que cette fonction est périodique. Maintenant, on est à deux dimensions. Donc, c'est un petit peu plus compliqué. On est à deux dimensions. Mais on a bon espoir que tout fonctionne. Et en fait, on refait tout le calcul et on se rend compte qu'on va avoir en sortie, donc bien sûr, pas exactement A1, mais des sortes de multiples de A1. Qu'est-ce que ça veut dire ? On trouvera des éléments un peu orthogonaux à ce A1. C'est un peu l'équivalent de Simon et du calcul de l'ordre combiné. C'est qu'on va avoir donc des UV tels que UA plus V égale 0. Et il faut résoudre cela. Donc, je vous passe les détails, ça se passe bien. Donc, j'ai terminé, donc un petit bilan, donc, surtout des applications. Donc, pourquoi s'arrêter en dimension 2 ? Pourquoi s'arrêter modulo n ? Pourquoi s'arrêter modulo 2 à la puissance n ? Donc, on peut généraliser, bien sûr. On peut généraliser à calculer la période d'une fonction définie sur un groupe quelconque. Et c'est le problème du sous-groupe caché dont parlera notre orateur tout à l'heure, Miklos Santa. Alors pourquoi ce sous-groupe caché est intéressant ? Parce que, on l'a vu, derrière certains groupes se cachent des problèmes importants. Même derrière les groupes les plus simples se cache la factorisation, le logarithme discret. Donc on peut regarder ce qui se passe derrière le groupe le plus compliqué, qui s'appelle le groupe symétrique. Et se cache le problème des isomorphismes de graphes, qui est un des problèmes plus importants en informatique. On peut généraliser autrement. Pourquoi prendre des entiers ? On pourrait prendre des réels. Donc là se cachent ce qu'on appelle les équations de Pell, Fermat, qui sont aussi à la base de certains cryptosystèmes. Et là, on peut résoudre efficacement. Alors, je n'ai pas dit que le groupe symétrique, on ne savait pas résoudre, bien sûr. Donc, on n'a pas d'algorithme rapide pour les isomorphismes de graphes, mais on a des algorithmes rapides pour résoudre les équations de Pell, Fermat. Il y a des travaux aussi sur les isogénies de courbes elliptiques qui sont importants, qui ne sont pas encore complets, mais qui permettent éventuellement de pouvoir affaiblir des cryptosystèmes basés sur ces techniques. Alors ça sert à autre chose, ça sert aussi à décomposer des groupes, à prendre des groupes. On a des groupes un peu complexes qui arrivent, on veut connaître leur structure. On peut utiliser
la transformée de Fourier pour apprendre ces groupes. Est-ce qu'on peut toujours faire une transformée de Fourier? C'est une bonne question. Donc, en fait, on peut faire sur plein de groupes. Alors, bizarrement, on sait le faire pour le groupe symétrique, mais on ne sait pas l'utiliser. Et est-ce qu'il y a d'autres applications? Eh bien, la principale qu'il faut retenir aujourd'hui, c'est l'estimation de phase, que je reprendrai ultérieurement. C'est que derrière ces algorithmes, il y a une boîte algorithmique importante, qui est l'estimation de phase, qui nous servira dans les prochains cours et séminaires à voir comment utiliser des marches quantiques, voir comment on résout des systèmes d'équations linéaires, ou encore comment faire de l'apprentissage quantique. Alors, j'avais un petit slide rapide, c'est OK, donc on sait faire beaucoup de choses, mais est-ce que c'est utilisable prochainement? Parce qu'au fond, ça peut nous faire peur qu'on puisse savoir factoriser. Les systèmes à clé publique qu'on utilise actuellement, parce qu'ils ne sont pas encore remplacés par ceux de la compétition NIST, sont potentiellement cassés. Alors, c'est pour ça que j'ai aussi mis toutes ces complexités, pour qu'on puisse mesurer les choses. Alors, une fois qu'on peut mesurer, on peut voir un peu où on en est. Alors là, donc on voit bien que l'avantage est asymptotique. Il y a plein de constantes que j'ai cachées un peu partout, qui sont multiplicatives. Et quand on regarde sur des petites données, on ne voit pas la différence. Donc il faut aller très loin. Là, il y a une sorte de paradoxe. Si on voit très loin, il faut beaucoup de bits quantiques. Alors, quelle est la taille nécessaire? Donc on a vu que c'était de l'ordre de 3n bits quantiques. Et donc, si on veut factoriser plusieurs milliers de bits quantiques, des nombres à plusieurs milliers de bits, il faudra quantiquement plusieurs milliers de bits quantiques. Parfait. Alors, pour faire des bits quantiques parfaits, il faut les encoder. Et il y a encore un facteur à peu près 1000 au moins qui va arriver. Donc, il faut plusieurs millions de bits quantiques physiques de bonne qualité, de très bonne qualité, qui n'est peut-être même pas celle qu'on a encore. Et donc, ça fait une toute petite clé USB. Et les prévisions, aujourd'hui, on est en dessous de la centaine. Clairement, rapidement, on sera sur plusieurs centaines. Alors, je ne suis pas physicien, mais c'est ce que j'ai compris des pronostics. Et on peut voir dans les déclarations de grands industriels des prévisions assez optimistes, mais que je ne peux juger, qui sont de plusieurs milliers de qubits rapidement, voire millions d'ici 10 ans. Donc on peut voir que potentiellement, c'est là qu'on peut lire que sur 10-20 ans, il pourrait y avoir une vulnérabilité, si ces prévisions, bien sûr, sont bonnes. Donc pour aller plus loin, j'ai choisi ici de mettre l'article historique de Peter Shor, bien sûr. Il est intéressant de voir comment est-ce qu'il a défini ses algorithmes à l'époque, sans utiliser le langage de circuit quantique, mais de machine de Turing. Intéressant de voir les travaux qui ont été faits pour optimiser les transformées de Fourier quantiques, avec de jolies maths intéressantes pour optimiser taille, profondeur. Il y a un survey intéressant de François Logal et de Hirotada Kobayashi. Donc, François Logal est un co-auteur avec qui je travaille régulièrement. Et donc, ils s'intéressent à une famille de groupes, qui n'est pas le groupe symétrique, qui est le groupe diédral, un des premiers groupes pas commutatifs, qui est difficile, mais il y a des algorithmes sous-exponentiels intéressants qui peuvent avoir des implications en cryptographie sur les réseaux euclidiens. Donc, il est intéressant de voir ce survey très bien fait. Et on peut programmer cet algorithme de Shor. Donc, je parle régulièrement de Qiskit. Donc là, je donne le lien. Donc, on peut voir l'algorithme, comment il est programmé. Donc, on peut se dire que c'est raisonnable, vu que j'ai réussi à mettre sur un transparent à chaque fois le circuit que j'utilisais. Et bien sûr, donc, je vous invite à voir le séminaire du cours pour voir les récents développements de cette ligne de recherche appelée problème du sous-groupe caché. Merci.